Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce second webinaire co-organisé par la Métropole du Grand Paris et la CRES Île-de-France. On se retrouve aujourd'hui pour un webinaire autour de la thématique de l'événementiel et de la culture. Et on accueillera la concepterie, les augures et la réserve des arts pour qu'ils vous fassent leurs préconisations de rédaction de marché circulaire et solidaire sur ces deux thématiques. Je ne vais pas être plus longue, je passe tout de suite la parole à Cédric Dupas pour une petite introduction. Thieva, bonjour à toutes et tous. Donc Cédric Dupin, responsable développement d'affaires et achat responsable à la CRES Île-de-France, la chambre régionale de l'ESS. Alors je vais faire une mini intro pour rappeler un peu le cadre de l'ESS, au cas où certains d'entre vous ne l'ont pas en tête. Donc l'économie sociale et solidaire en France est régie par la loi relative à l'ESS de 2014, qui définit l'ESS comme un mode d'entreprendre et qui peut être dans tous les champs, tous les secteurs d'activité, tous les champs économiques. Les deux critères principaux pour relever de l'économie sociale et solidaire sont la gouvernance démocratique et le partage de la valeur. C'est vraiment les deux critères qui fondent le cadre des organisations de l'ESS. Et certaines structures de l'ESS peuvent avoir aussi une utilité sociale, c'est pas une obligation, et notamment les sociétés commerciales de l'ESS, qui sont un nouveau statut qui a été défini dans le cadre de cette loi. Je peux passer à la prochaine slide. Alors pour redire en deux mots l'étendue de l'économie sociale et solidaire, je trouve que cette slide est présente bien. On a donc tous les statuts sont les mutuelles, les coopératives, les associations, qui sont la grande partie de l'économie sociale et solidaire, les fondations et les sociétés commerciales de l'ESS. Donc ça, c'est vraiment les statuts de l'ESS. Et on a les structures de l'insertion par l'activité économique et les structures du handicap, du travail protégé et adapté, qui font pour la grande majorité partie du champ de l'économie sociale et solidaire, notamment de par leur statut. Donc voilà, c'est un petit rappel. Et après, on peut passer à la slide suivante. Et peut-être en deux mots, les CRES, nous, on est donc les chambres qui représentent le champ de l'ESS au niveau régional. Donc il y a une CRES par région. Et nos missions en deux mots, c'est représenter les acteurs de l'ESS et appuyer son développement en faisant un certain nombre d'actions. On est aussi une tête de réseau, donc on représente toutes les têtes de réseau des statuts de l'ESS au niveau régional. Et aussi un grand nombre de structures de l'ESS peuvent adhérer directement à notre réseau. Prochaine slide. Et pareil, en deux mots, ce qu'on fait sur le sujet des achats responsables, et notamment dans la commande publique. Donc, on est partenaire de la MAC, la mission d'appui aux clauses sociales, avec les têtes de réseau spécialisées donc, dans l'insertion, le handicap, etc. Et piloté par le GIP Max Féminin pour coordonner toutes les dynamiques d'achat responsable en Ile-de-France. On organise régulièrement des conventions d'affaires pour mettre en relation les structures de l'ESS et les acheteurs publics et privés, notamment les plus connus qu'on fait sont les Open Map ESS. On organise aussi des événements pour favoriser la coopération économique, notamment pour entraîner des structures de l'ESS à répondre en groupement à des marchés publics. Et on pilote aussi l'animation de la Semaine des achats responsables qui a lieu chaque année. Voilà, je laisse la parole à Lucas qui va faire un petit lien avec aussi la transition écologique. Merci Cédric. Oui, l'idée c'était de faire un petit focus sur le rôle de l'ESS dans la transition écologique, parce que souvent l'économie sociale et solidaire est bien identifiée pour son rôle social, mais elle a aussi un rôle clé à jouer du point de vue transition écologique. Alors sans rentrer dans le détail des slides là, qui vont défiler, parce que vous les aurez à disposition, et puis les interventions des structures vont bien mieux l'incarner, mais l'idée c'est vraiment qu'en fait les caractéristiques propres à l'ESS permettent de répondre vraiment bien aux enjeux de la transition écologique. Par exemple, la gouvernance démocratique qui permet d'engager l'ensemble des parties prenantes. Les citoyens, notamment, c'est assez important d'un point de vue acceptabilité de la transition, mais aussi les collectivités selon les modalités des statuts des structures. La notion d'intérêt général aussi qui garantit en fait que les porteurs de projets soient dans une dynamique d'intérêt collectif. Et un point très important, c'est notamment la lucrativité limitée ou non lucrativité, qui font en fait que les structures peuvent se positionner sur les activités, y compris les moins rentables. C'est un exemple assez marquant dans les structures du réemploi, qui viennent traiter une grande variété de gisements, là où par exemple le privé lucratif classique ne peut pas s'y positionner parce qu'il n'y a pas de modèle économique forcément qui tienne derrière. Elles, ça leur fait support d'insertion enfin support d'activité pour l'insertion de leurs salariés ou pour le lien social qui a des déploie sur les territoires. Par contre, l'idée à avoir en tête aussi, c'est que ces spécificités demandent en fait à être prises en compte dans la manière dont on soutient l'ESS.
Si on reprend l'exemple du réemploi, c'est un secteur qui connaît actuellement une forte concurrence du lucratif. Alors, le problème, c'est pas la concurrence en tant que telle, c'est surtout la concurrence se fait uniquement sur les gisements les plus rentables, ceux avec le plus de valeur ajoutée, et qui viennent du coup déséquilibrer les modèles économiques de ces structures, qui, comme je le disais, se positionnent également sur les gisements les moins lucratifs, les moins rentables. Ça leur permettait d'avoir un équilibre. À terme, si du coup il n'y a pas d'action qui est prise en tant que telle, en fait, les structures du coup ont leur modèle économique déséquilibré et ne sont plus en capacité de traiter, y compris les gisements les moins rentables sur lesquels elles peuvent se positionner actuellement. Un autre point aussi, par exemple, c'est l'ancrage territorial. On a des structures qui, selon les modèles, mais assez souvent des ancrages très locaux, qui visent vraiment à répondre à un besoin spécifique d'un territoire qu'elles connaissent particulièrement bien, en engageant justement les citoyens de celui-ci. Et elles ne sont pas forcément dans des logiques de changement d'échelle ou d'industrialisation. Elles sont beaucoup plus dans des logiques d'essaimage et de coopération entre elles. Et ça peut être par exemple un sujet à prendre en compte dans les marchés publics, mais nos intervenants l'illustreront du coup. Un petit point du coup sur le poids de l'ESS dans la filière, alors notamment sur la filière des 3 R, réparation, réemploi, et du coup on représente en fait plus d'un tiers des structures du réemploi, et notamment 63% de leurs ETP. On a un outil sur lequel je reviendrai après, Carteco, qui recense les structures de l'ESS qui ont la transition écologique, et c'est plus de 2000 structures du coup qui sont référencées en ce sens sur ce site. Justement, un petit mot sur Carteco, parce qu'on sait que le sourcing, c'est un gros enjeu du côté des achats responsables. C'est un outil qui a été développé en ce sens notamment. L'idée, c'est référencer les structures de l'ESS et de la transition écologique. Donc, pourrez-vous naviguer sur le site et vous verrez que toutes les activités sont qualifiées en fonction du positionnement des structures et que ça peut vous permettre d'identifier les structures de votre territoire qui sont en capacité de répondre à un marché public. Aujourd'hui, du coup, c'est plus de 450 structures qui sont référencées en Île-de-France. Voilà, je laisse la parole là du coup et Lucas, j'arrête juste, le partage. il y a une petite question dans le chat, c'est quels sont les gisements les plus lucratifs quand pour revenir à ce que tu disais justement. Oui, bah, ça va dépendre. Bah, là, si on parle en fait des structures du coup généralistes qui sont sur plusieurs gisements, ça va être équilibré en fonction des flux. Mais par exemple, si on prend sur des structures par contre traitent uniquement un flux, l'exemple sur la concurrence avec le lucratif, sur le textile par exemple, où en fait on a une crise de la filière parce qu'il y a trop de gisements, il y a une surproduction en fait du textile tout simplement, de très mauvaise qualité avec la fast fashion. Donc, c'est dans des éléments d'actualité là que vous avez peut-être vu passer. Et les structures de l'ESS, du coup, se retrouvent à devoir traiter des gisements de très mauvaise qualité qu'elles ne peuvent pas, du coup, enfin, il n'y a pas grand-chose à en faire, ça vaut pas grand-chose. Tandis que les gisements de bonne qualité, eux, sont en ligne sur Vinted, où en fait, il y a une érosion du geste du don. Donc, la filière textile illustre assez bien ce genre de dynamique où le lucratif peut mettre en péril des modèles, du coup, de l'ESS et changer, en fait, les pratiques. Merci Lucas. Alors maintenant, on va passer directement, donc on va donner la parole à la concepterie pour revenir sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est l'événementiel durable. Et ensuite, on fera un focus sur le domaine culturel. Donc là, je vais passer la parole à Charlotte et Corinne de la concepterie qui va nous dresser aussi, enfin, présenter déjà concepterie, vos actions et parler un peu de l'événementiel engagé, notamment dans le cadre des marchés publics. Merci Cédric, bonjour à toutes et à tous. Donc Charlotte, cofondatrice de la concepterie et concoctrice créative. Et je suis accompagnée par Corinne, qui va être donc là, derrière les slides, mais aussi au micro. Et donc elle est concoctrice RH et directrice de projet. Donc à la concepterie, donc on est une fabrique à expérience engagée agréée ESUS depuis 10 ans. On accompagne, à travers la communication et l'événementiel, toutes celles et ceux qui ont envie de s'engager pour concocter un avenir plus radieux. Il y a beaucoup de cas chez nous. Et pour cela, vous savez quoi? On commence toujours par des questions. Alors, c'est parti pour un petit quiz. Et en fait, vous pouvez me répondre aux 3 questions en passant la petite flèche en bas à droite. L'objectif de ce petit quiz, voilà, c'est d'identifier aussi quels sont vos besoins et qui vous êtes. Super. Eh bien, écoutez, ce matin, on va vous inviter à prendre toutes et tous vos casquettes d'explorateurs et d'exploratrices, car vous venez de débarquer sur l'île de l'événementiel engagé. Ici, l'adaptation est la clé, selon les marées, les équipages ou les partenaires. La cohérence est une boussole entre le fond, les sujets portés par les événements, et la forme, le cadre posé pour mettre l'événement sur pied. L'expérience est dans son ADN, il n'y a
pas ou peu de modes d'emploi. Il faut qu'on ouvre les voies ensemble. Et l'expérience est une quête de chaque instant. Donc, chaque événement est une aventure apprenante. Donc, ce matin, on va essayer de vous donner le goût de l'aventure pour l'événementiel engagé. Alors, c'est parti pour la deuxième question. Pourquoi êtes-vous là ce matin? Nous aussi, on est fans de la Cresse. C'est parfait. Nous sommes persuadés que les marchés publics et privés ont un rôle crucial à jouer pour participer à la nécessaire transformation de la société. Donc, notre intervention se base sur notre expérience ce matin. Elle vise à vous donner quelques conseils, justement, afin de développer l'accès au marché public pour les acteurs de l'ESS et intégrer plus d'engagement dans ces derniers. Donc, un grand merci à la CRES et à la MGP pour cette invitation. Et donc, la dernière question, quels peuvent être les super pouvoirs de l'événementiel selon vous? Toutes les réponses sont bonnes. L'événement, c'est un formidable levier d'émulation collective et de changement de comportement pour un mode de vie plus durable, plus souhaitable. La première question à se poser selon nous, quand on organise un événement, c'est pourquoi organiser cet événement? Quelle est la cible? Quels sont les messages à faire passer? Est-ce que l'événement vise à prendre soin du vivant? Est-ce qu'il répond aux besoins humains ou fabrique-t-il des désirs sans fin? C'est quelques questions qui peuvent justement vous aiguiller pour déployer vos actions dans le futur. Donc maintenant, je vais laisser la place à Corinne et on va embarquer vers les marchés publics. Bonjour, vous disiez les marchés publics, effectivement, c'est un levier important pour nous. Là, vous avez la photo qui illustre le Grand Paris circulaire organisé par la métropole du Grand Paris, qui est issu donc d'un accord cadre de 3 ans dédié à l'organisation de l'événement. Et on a décidé de prendre donc cet exemple en cas pratique pour vous transmettre nos conseils. Alors, c'est parti pour le décryptage. Tout d'abord, donc dans les bonnes pratiques, un accord cadre de 3 ans. L'accord cadre de la métropole du Grand Paris sur le Grand Paris circulaire, c'était de 2023 à 2025. Un accord cadre multi-attributaire de 3 agences, sélectionnées du coup sur les 3 ans et remises en concurrence tous les ans via un marché subséquent. Notre conseil, c'est de donc privilégier des accords cadres donc de longue durée, à minima 2 ans quand les projets sont d'envergure ou nécessitent une mobilisation importante des structures pour répondre. Plusieurs bénéfices. Déjà, une capitalisation plus forte de l'événement sur 2 ou 3 ans de suite. Et vous avez la possibilité d'intégrer une mention dans votre DCE sur la reconduction tacite du marché. Ça permet d'associer une démarche d'éco-responsabilité par étape. Par exemple, la première année, ça permet de faire un audit de l'événement, de définir des indicateurs prioritaires qui devront être suivis pour minimiser les impacts de l'événement. En année 2, donc la première démarche est mise en place et les mesures sont faites. Et en année 3, c'est amélioration continue, intégration des critères dans le nouveau marché. En fait, cette continuité, le fait de pouvoir être le même titulaire sur 3 ans, ça permet vraiment de faire un travail de fond et d'avancer sur ces sujets. Également, pour l'expérience participant, ça permet aussi de se reconnecter avec les sujets, d'aller plus loin. On sait que le changement de comportement est un processus lent et complexe avec des retours en arrière. Et donc, c'est intéressant de travailler sur la récurrence de l'événement. De plus, pour aller un tout petit peu plus loin, l'idéal, c'est encore d'avoir un accord cadre de 3 ans sans remise en concurrence chaque année. Pourquoi? Parce que ça permet à des acteurs de l'ESS qui sont sur des plus petits CA de pouvoir vraiment se projeter, de capitaliser autant sur le fond que sur les coûts, le temps passé à répondre aux appels d'offres et aussi une visibilité en termes de finances qui est intéressante. Voilà. Et je passe la main à Charlotte. Oui, alors la deuxième bonne pratique que qu'on souhaitait vous partager ce matin, donc c'est concernant le terme ambitieux. Donc l'idée, c'est d'être ambitieux en termes de RSE. On a noté quelques bonnes pratiques dans le DCE de la MGP, donc dédié à l'organisation du Grand Paris circulaire qu'on voulait vous partager. Donc la notation. La notation, selon nous, elle était assez cohérente par rapport au projet. Il y avait 3 critères. Le critère 1, donc, qui était la valeur technique à 52 points, et le critère 1 et 3, donc le critère
prix et le critère performance sociale et environnementale étaient tous les deux à 24 points. La deuxième information donc, du DCE que nous avons pu retenir dans le cadre de cette bonne pratique, c'est que l'accord cadre intègre une clause sociale d'insertion imposant qu'au minimum 10% du volume d'heures réalisé pour chaque marché subséquent soit réalisé par un travailleur éloigné de l'emploi. Donc, en plus, le CCTP mentionnait des prestations les plus éligibles à la clause sociale. Et une dernière information liée au CCTP, il y avait cette mention. Et il y avait de nombreuses mentions, mais on en a sélectionné une pour vous ce matin. Le titulaire aura à la charge d'identifier un traiteur à même de fournir une prestation en ligne avec l'économie circulaire et solidaire, offre de restauration à impact environnemental réduit, attention portée à la prévention des déchets et du gaspillage alimentaire. Donc, on voit qu'il y a de nombreuses informations qui permettent d'aiguiller le répondant autour de la politique engagement à avoir dans le cadre de la réponse. Donc, notre conseil, c'est d'être ambitieux et de commencer par faire monter la note RSE. Pour nous, c'est un levier majeur pour développer les marchés responsables. Et donc, la formule suivante nous paraît pertinente. Critère 1, valeur technique. Critère 2, RSE, donc performance ici sociale et environnementale. Et critère 3, prix. Et donc, un des bénéfices qu'on peut voir, c'est que le critère RSE peut donner envie à plus d'acteurs engagés de répondre à votre marché. Nous, quand on décrypte les marchés, c'est souvent la première chose une des premières choses qu'on va aller décrypter. Donc, c'est d'aller voir justement ces critères. Et donc, si le critère RSE est vraiment minime, il y a très peu de chances que, voilà, pour nous, à la concepterie, on y aille parce qu'on voit qu'il n'y a pas forcément d'ambition, d'envie. Et donc, voilà, on sait que d'autres seront à même et beaucoup plus à même de répondre à la demande. On peut passer du coup à la prochaine bonne pratique. Donc, un contact clé en phase de candidature. Donc, dans le CCTP du Grand Paris Circulaire, on pourrait retrouver cette mention. L'Agence des économies solidaires, filiale des canaux, partenaire de la métropole du Grand Paris, se positionne comme intermédiaire de référence pour toute mise en relation avec des entreprises de l'économie sociale et solidaire en capacité de répondre à la clause sociale. Et il nous donnait un contact clé avec un mail. Et donc, notre conseil, c'est d'accompagner les acteurs de l'ESS à décrypter votre marché. Donc, de travailler, de collaborer avec des têtes de réseau comme les canaux peut permettre à un acteur d'avoir ce contact et donc du coup de lever de potentiels obstacles et freins, plus largement de les faire monter en compétences en fait sur la réponse au marché public. On va pouvoir échanger librement avec un acteur donc dédié qui va pouvoir répondre à toutes nos questions et c'est vrai que c'était très précieux dans le cadre de ce marché. Ensuite, c'est d'avoir un DCE clair et précis. Du coup, pour l'accord cadre de la MGP, on avait donc une présentation du projet avec l'historique des éditions précédentes, la cible, la présentation des missions de chaque partie prenante, un budget minimum et maximum mentionné, le contenu des offres à soumettre très détaillé, par exemple un mémoire technique en 4 parties, préconisation aussi mentionnée, par exemple, il est fortement recommandé de limiter la taille du mémoire technique afin d'en garantir la lisibilité. Ainsi, les candidats sont invités à ne pas dépasser 30 pages à 4. Des annexes autour de la stratégie étaient aussi fournies et de la visibilité dans le planning de réponse. Du coup, notre conseil, c'est de travailler la clarté de votre cahier des charges et de l'ensemble des pièces du marché parce que plus vous serez clair, plus on arrivera à se projeter et plus ce sera une réponse précise aussi et pertinente et comparable. Et du coup, effectivement, vous serez moins sollicité pour répondre à des questions en phase de candidature, souvent qui sont posées une fois que le marché est sorti. Les informations donc, clés à fournir, le délai du projet, annonce du budget, périmètre et répartition des missions. Dans le contenu du DCE, on a aussi des informations liées à la volonté d'engagement. Par exemple, ça peut être à minima 50% de menus végétariens sur l'offre traiteur. Et aussi la mention, par exemple, utilisation de vaisselle réutilisable uniquement. Ça, c'est un bon exemple parce que vous pouvez, par exemple, être amené à demander donc un menu végétarien sans mention précise
Par exemple, sur de la vaisselle réutilisable, vous pouvez avoir 2 offres qui vont vous être soumises, qui répondent bien donc aux critères végétariens, mais un avec de la vaisselle jetable et un avec de la vaisselle réutilisable. Vous n'aurez pas du tout le même coût en face. Donc en fait, c'est vrai que plus vous êtes précis, plus les réponses sont aussi égales et comparables en termes d'offres. La vulgarisation du vocabulaire et des pratiques, parfois complexes pour des acteurs de petite et moyenne taille, qui ne sont pas forcément toujours acculturés au marché public et qui n'ont pas de service dédié. Et enfin, de ne pas hésiter à fournir des annexes qui permettent de comprendre les engagements. Par exemple, le plan territorial d'action visant à favoriser le développement économique, social, la préservation de l'environnement, l'éventuelle charte d'événements responsables sur le territoire s'il y en a une, etc. Je passe la main à Charlotte. Donc, notre dernier conseil qu'on a pu ressortir du coup de ce marché, c'est donc un rapport d'analyse complet. C'est vrai qu'il y a eu un travail qu'on retrouve pas qu'on retrouve pas tout le temps. Donc, on remercie la MGP. Voilà, c'était un tableau Excel avec une couleur par critère de notation. Et donc, on avait les points positifs, les points négatifs et une synthèse. Et donc, c'est vrai que notre conseil, c'est vraiment d'être dans une posture de feedback. C'est quelque chose pour nous d'hyper important, c'est que ça nous fait qu'on gagne un marché ou qu'on le perde. L'idée, c'est d'avoir ce rapport et donc ça nous permet vraiment de nous poser, de savoir comment on peut faire pour s'améliorer. Donc le bénéfice, c'est vraiment d'être transparent sur la notation et les commentaires donnés lors de la notation et ça permet vraiment de monter en compétence pour les répondants, qu'ils soient sélectionnés ou non. Voilà, c'était notre dernière bonne pratique qu'on voulait vous partager. On en a encore plein d'autres, mais les augures et la réserve des arts ont aussi beaucoup de choses à vous dire, donc on laisse la main. Et nous, on pense tellement que ce levier est important qu'on a décidé de sortir un petit carnet de navigation sur le sujet qui sort en septembre et on sera heureux et heureuse de vous le partager. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Charlotte et Corinne. Et c'est vrai, en effet, c'est le bon timing pour votre livret qu'on pourra transmettre également aux participants. Maintenant, on donne la parole à Sylvie Bétard, des Augures, qui va vous présenter notamment un outil qui peut vous intéresser. Merci beaucoup. Merci Cédric. Oui, alors je me présente en quelques mots. Donc, je suis Sylvie Bétard, je suis cofondatrice du collectif et de l'association Les Augures. On accompagne le secteur culturel dans sa transition écologique de plusieurs manières et notamment alors sur le collectif avec de l'accompagnement et de la formation. On a aussi créé une association qui s'appelle Les Augures et qui porte un projet qui s'appelle l'Augure Lab Scénographie avec 4 R qui rassemble environ 80 membres, plus de 150 participants et participantes sur les questions de réduction de l'empreinte environnementale, des empreintes environnementales dans les activités des musées, des centres d'art, des théâtres, des opéras. On s'adresse vraiment de façon pluridisciplinaire à tous les métiers artistiques. Et dans ce cadre-là, au sein de l'Augure Lab Scénographie que je dirige, on réfléchit, on a des sujets en fait de recherche-action qui nous permettent de travailler sur des sujets qui vont nous permettre de repenser nos métiers, de rassembler nos énergies, etc. Et on a notamment une grosse partie sur la recherche-action qui est une forme en fait aussi d'auto-formation et de partage entre pairs sur des solutions. Et ces sujets en fait sont choisis en fonction des actualités et
et des sujets qui sont des vrais freins à la mise en place de solutions. Et aujourd'hui, je vais plus particulièrement vous parler d'un sujet du sujet sur les clauses environnementales et les notions de scénographie. Parce que dans le cadre du cadre réglementaire, notamment de la loi climat et résilience, voilà, on sait qu'il va y avoir cette obligation d'intégration d'une clause environnementale là, d'ici 2026. Donc, on a voulu anticiper ça. Comment on l'a fait? En fait, on a un cadre de recherche-action avec un protocole, avec des membres qui sont toutes et tous avec des compétences différentes, et c'est ce qui fait la solidité, on va dire, de ce closier. On a été évidemment accompagné par une avocate, les juristes d'un certain nombre de musées. Et autour de la table, on avait à la fois des prestataires et des commanditaires, donc des candidats et des commanditaires. Donc, on a pu vraiment avoir un espace de discussion pendant plus d'1 an pour créer ça. On s'est basé, comme à chaque fois, sur la recherche-action, sur la méthodologie de l'éco-conception. Donc, on est vraiment sur les questions, en fait, de scénographie et de marché de scénographie. Donc là, ce que je vous raconte est très spécifique, mais il a pour vocation à être inspirant pour d'autres, aussi pour d'autres types de marchés. La méthodologie de l'éco-conception, elle est normée et elle nous permet en fait de réfléchir à l'ensemble du cycle de vie et de tous les aspects de réduction d'impact sur les matériaux, sur les techniques de production, la logistique, la fin de vie d'un projet. Donc ça, c'est vraiment notre cadre général. À partir de là, alors je ne vais pas tout vous montrer, mais je pourrais vraiment vous donner toute la présentation. À partir de là, on a commencé en fait sur cette méthodologie à lister toutes les actions qui pouvaient être mises en place sur ce cycle et des indicateurs, des critères de jugement des offres pour finir vraiment sur une clause qui permettrait de ne rien oublier dans l'ensemble de ce closier. Donc, on a abouti en fait à un closier que vous pouvez retrouver en ligne, qui reprend donc l'ensemble de tout ça. Et donc, on a une clause en fait par axe d'amélioration de l'éco-conception. Et ça nous permet d'avoir à chaque fois, d'avoir ciblé en fait un préalable, il y a une partie préambule et mode d'emploi. Et je vais venir directement à une clause, par exemple, à une clause ici, par exemple, sur la loi AGEC. Donc là, on est sur l'axe 1, sur la sélection des matériaux ayant le moins d'impact. Et donc, on a des clauses pour chacune de ces étapes. Ici, on a un tag sur la conception et la réalisation. Ça correspond à la typologie des marchés. Donc, un marché qui peut être soit de la conception, soit de la réalisation ou les deux. Il existe les deux types. Et donc, la clause serait le titulaire devra sourcer les matériaux et matériels en réemploi ou reconditionnés et des matériaux avec un pourcentage de matières recyclées contenues dans ces matériaux et fournir leur pourcentage en euros. Dans le cadre d'un marché public, il est obligatoire de respecter les minimums imposés de l'article 58 de la loi AGEC et de son décret d'application. Alors, ok, certes, pas pour tout le monde, mais on encourage quand même à aller vers l'application de cette loi, la transparence de cette loi. Ici, on a donc un préalable, c'est-à-dire que la réalisation de cette clause n'est possible que si le commanditaire s'engage à mettre en place quelque chose qui permet la réalisation. Et puis, on va retrouver également le critère de jugement des offres
et les indicateurs qui sont proposés pour le suivi. Une fois qu'on a ça, eh bien, on peut se dire, OK, très bien, mais comment est-ce qu'on vérifie, qu'on vérifie tout ça? Et donc, on a créé une annexe aux mémoires techniques qui nous permet justement de donner un cadre de suivi qui va de la candidature jusqu'au post-projet. Donc, c'est en fait, vraiment un fichier Excel qui reprend, donc là, vous les avez vraiment tout petits, mais qui reprend, je ne sais pas si je peux grossir, je ne suis pas sûre. Les clauses, les indicateurs, le préalable, le critère. Et puis la partie rose est à compléter par le candidat, la partie jaune à compléter par le titulaire et ensuite la partie pour les commanditaires pour le suivi. Et on préconise aussi dans ce cadre-là de mettre en place une méthodologie dès les cahiers des charges pour que les candidats, le futur titulaire, soient au courant de la méthodologie qui va être mise en place pour suivre la réalisation de la ou des clauses, à savoir, il faut prévenir dans les cahiers des charges qu'il y aura des réunions en fonction du temps du projet, des réunions de suivi des indicateurs et de la bonne réalisation des clauses. Et on peut même voir aujourd'hui, en fait, 1 an après, que on va vers un bonus à la bonne réalisation des clauses. C'est-à-dire que la question, c'est quel est l'intérêt réel pour le titulaire de bien réaliser et suivre la clause. On sait qu'aujourd'hui, si c'est du pur déclaratif, au final, le titulaire va se dire que il y aura pas de vérification. Donc, s'il ne fait pas ce qu'il a dit qu'il allait faire, ça ne serait pas très grave. On peut imaginer, et on le voit beaucoup, de plus en plus, en tout cas sur les aides qui sont attribuées au sein du secteur culturel, qu'il peut y avoir un bonus à la bonne réalisation de la clause. Et donc un bonus financier, par exemple de 5%, qui est au début du projet, en fait, amputé au budget global et qui sera versé uniquement si la clause environnementale est bien respectée. Donc au moins, alors il y a 2 façons de faire, le bâton et la carotte. Bon, moi je vous parle de la carotte parce que la question du bâton m'intéresse beaucoup moins et je pense qu'il faut rendre aussi un petit peu cette contrainte un peu justement, un peu challengeante sur l'ensemble. Voilà, enfin, dans les grandes lignes, ce qu'on a pu faire. C'est vraiment pour vous donner voilà, une idée de ce qu'on a pu faire, notamment aussi avec la réserve des arts qui était présente dans ce groupe. Ce que je voulais aussi quand même rajouter, justement, c'est que on a vraiment cherché à, euh, à trouver une solution qui ne pénalise pas les plus petits prestataires, et justement, par exemple, des prestataires de l'ESS. Et voilà, que ça ne soit pas quelque chose qui soit à nouveau quelque chose qui favorise les plus grosses structures. Et ce qu'on voit aujourd'hui, parce que je mène aussi des missions justement d'analyse de candidature sur des clauses environnementales, c'est que justement ces clauses environnementales, si elles sont bien rédigées, environnementales et sociales d'ailleurs, si elles sont bien rédigées, on arrive même vraiment à favoriser, enfin pas à favoriser, mais je trouve que les réponses qui sont faites dans les candidatures sont plutôt valorisantes pour les plus petites structures.
une grosse structure, elle va avoir tendance, par exemple, sur n'importe quel type de clause environnementale et sociale, à sortir sa politique RSE au global. Et c'est pas ce qu'on lui a demandé. Mais pour la structure, bah, voilà, c'est déjà un gros engagement. Et donc, voilà, il va y avoir potentiellement, désolée de le dire, mais un déballage en fait de politiques RSE qui sont souvent, enfin voilà, qui correspondent pas en fait au projet. Et dans le cadre des marchés publics, on sait qu'on ne peut pas demander des choses trop globales. Il faut que ça soit relatif au projet. Et donc, du coup, enfin, voilà, on peut quand même observer que finalement, c'est des petites structures qui vont vraiment réfléchir à leurs réponses et qui potentiellement déjà engagé quelque chose en se formant, qui vont avoir plus de facilité à bien répondre à la clause. Et c'est pas toujours une question de moyens, en fait, financiers, mais plutôt d'avoir des fois bien lu, bien compris la question. Et évidemment, ça passe aussi par beaucoup de pédagogie également. Merci Sylvie pour cette présentation. Et voilà, on a mis le lien du closier, on vous enverra tout ensuite. Mais voilà, c'est un outil qui pourrait être vraiment très utile pour tout type de marché sur ces sujets. Et pour illustrer un cas concret, je vais passer la parole à Louise Malémol de la Réserve des Arts qui va faire un petit retour d'expérience, notamment sur un projet de ce type. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup, en effet, Cédric et Lucas, pour l'organisation de ce webinaire. C'est vrai que c'est des moments assez privilégiés pour pouvoir partager nos retours et nos points de vue. Donc, pour apporter également ma pierre à l'édifice concernant cette réflexion-là, donc voilà comment on a pensé la présentation de la Réserve des Arts. Donc, évidemment, je vais commencer par vous présenter notre structure et notre activité pour situer un petit peu notre niveau de réponse. Ensuite, je vous partagerai un exemple d'une réponse qu'on a pu apporter dans un marché public sur une scénographie circulaire. Donc là, j'aborderai vraiment le prisme de l'intégration de matériaux de réemploi dans une scénographie, donc, qui est beaucoup plus précis que les sujets qui ont pu être évoqués juste avant. Et enfin, je vous partagerai un petit peu les recommandations que nous, on a tirées de cette expérience-là pour la rendre reproductible. Donc, quelques mots d'abord sur notre activité. La Réserve des Arts, on est une association à but non lucratif. Donc, on a quand même une activité commerciale, un modèle économique, mais en effet, on a un but non lucratif. Notre métier, c'est de faire de la valorisation pour réemploi. Donc, on œuvre vraiment à la circularité des matériaux au sein du secteur culturel, créatif et artisanal. Donc, on a été fondé en 2008, d'ailleurs, par Sylvie Bétard, qui vous a parlé juste avant et qui dirige maintenant les Augures. Donc, la Réserve des Arts a été cofondée par Sylvie Bétard et par Jeanne Granger, avec cet objectif vraiment de permettre la transmission et la circularité des matériaux qui ont un usage finalement assez éphémère dans différents types d'activités créatives et en particulier dans le cadre des activités événementielles. Donc, quand on parle de valorisation pour réemploi, on parle vraiment d'un savoir-faire manuel qui vise à valoriser, remettre en circulation toutes les matières qui sont utilisées dans des activités créatives. Donc, on a vraiment un rôle d'accompagnement opérationnel et on développe aussi des activités de mesure d'impact et d'accompagnement au changement, puisqu'on est organisme de formation certifié Calliope et on mène également de nombreuses actions de sensibilisation. Aujourd'hui, concrètement, la Réserve des Arts, c'est en quelques chiffres, en 2024, plus de 200 opérations de collecte qui représentent environ 571 tonnes de matériaux collectés. On a une grosse activité qui provient d'une activité événementielle assez particulière, à savoir les défilés de mode. On en a collecté 25 en 2024.
On a un taux de valorisation global de près de 90%, c'est-à-dire que il y a environ, on distingue le taux de valorisation du taux de réemploi effectif, mais environ 90% des matériaux qu'on collecte ont un potentiel de réemploi. En ce qui concerne le réemploi effectif, on est plutôt autour de 65-70%, puisque vous voyez, on a effectivement remis en circulation 389 tonnes de matériaux en 2024. En termes au-delà des matériaux, notre écosystème, les humains qui composent notre écosystème, ce sont aujourd'hui 11 000 adhérents actifs qui sont soit des structures, donc des associations, des galeries, des institutions culturelles, mais ce sont aussi plus de 10 000 professionnels individuels, puisque pour adhérer à la Réserve des Arts, il faut justifier d'une activité professionnelle dans le secteur culturel. Ces adhérents individuels, ils sont principalement des étudiants, donc des futurs professionnels, à près de 40%. Et on compte, voilà, on va le voir sur la slide suivante davantage schématisé, donc plusieurs secteurs d'activité, donc à la fois les institutions culturelles que vous voyez en haut, donc qui font soit appel à nos prestations services, soit qui sont vraiment engagés dans un programme d'adhésion. On a un gros pôle d'adhérents qui sont les structures éducatives en art, architecture, métiers d'art, qui sont à la fois les écoles, mais aussi les étudiants. Et puis, on travaille aussi beaucoup avec les industries créatives de la mode. Je vous parlais des défilés, mais il y a effectivement beaucoup de matériaux qui sont produits par ces maisons, à la fois dans l'événementiel, mais aussi dans d'autres typologies de matières, à savoir les ateliers de production, etc. On est implanté dans le territoire à la fois historiquement, évidemment, en Île-de-France. On a donc notre pôle principal d'activité qui est situé maintenant à Montreuil. On a une petite boutique dans le 14e arrondissement de Paris. Et puis, depuis 2020, on essaye d'essaimer notre activité également en région sud, à Marseille, avec évidemment des adaptations en fonction des activités culturelles respectives de ces deux territoires. Je vais passer. Donc là, je vous propose un petit aperçu de notre entrepôt de Montreuil il y a quelques mois. Donc, il a déjà un petit peu changé puisqu'on on était historiquement installé à Pantin et là, on a vraiment pérennisé notre activité à Montreuil depuis près d'1 an dans un nouveau lieu. J'en viens maintenant à parler de l'exemple plus concret qui va incarner plutôt la discussion qu'on peut avoir aujourd'hui sur la question de l'intégration de principes circulaires dans un marché public. Et pour contribuer à la discussion, je vais vous parler d'un exemple de scénographie. Alors, on va se placer dans le contexte d'une exposition. On est dans une activité activité événementielle un peu spécifique d'une exposition qui a eu lieu, donc une exposition temporaire qui a eu lieu au Musée des Arts et Métiers et qui a été présentée entre octobre 2024 et mai 2025. Et donc, je vais revenir un petit peu sur la façon dont a été rédigé le marché de réalisation auquel on a répondu. Donc, nous, c'était une des premières fois, on est assez jeune dans notre façon de répondre au marché public. On a répondu en sous-traitance, en collaboration avec un agenceur qui est Plan-Bois Concept. Donc, le marché de réalisation qui a été publié en mars 2024, il fait évidemment suite à un marché de conception qui intégrait déjà, je ne m'attarde pas là-dessus par manque de temps, mais on pourra y revenir, qui intégrait déjà dès le marché de conception des principes d'économie circulaire et d'éco-conception qui ont pu ensuite être retranscrits dans le marché de réalisation auquel on a pu répondre. Donc nous, on s'est situé sur un lot très spécifique qui était dédié à l'agencement et au réemploi. Et la principale originalité de ce marché résidait dans une collaboration qui était pas imposée, mais fortement recommandée entre une ressourcerie spécialisée dans le réemploi et l'agenceur qui allait réaliser la scénographie. Donc, cette articulation et cette collaboration fortement encouragée entre un acteur du réemploi et un constructeur a permis de collaborer sur ces sujets-là.
Je vous partage ici de manière un peu plus précise dans la VPGF l'ensemble des prestations qui étaient demandées et qui nous ont permis de s'associer donc de manière assez complémentaire, comme je le disais, avec les métiers, le métier de la construction. Donc on avait 3 sites, même en termes de territoire, voici comment ça s'implantait. On avait le site de l'exposition, à la fois l'exposition précédente et la nouvelle exposition qui était située au Musée des Arts et Métiers. Notre plateforme logistique, à ce moment-là, on était à Pantin, et notre collaboration avec l'agenceur qui était basé à Trappes. Donc, l'enchaînement des différentes prestations identifiées dans le marché nous a permis assez concrètement d'appliquer les principes d'économie circulaire et d'intégration de matériaux de réemploi. Ça s'est fait principalement en 4 étapes. Donc, dès mai 2024, ce que vous voyez en haut, c'est donc qu'on a commencé à visiter l'exposition précédente et on a formulé des consignes de démontage pour vraiment maximiser le potentiel de réemploi des matériaux utilisés dans cette exposition. On a évidemment participé à la collecte ensuite, suite à la fermeture de l'exposition précédente. On a collecté les matériaux utilisés dans cette précédente exposition. Et on a complété le sourcing de matières à partir de matériaux qu'on avait également dans notre stock qui provenaient d'autres gisements. Tout ça a été centralisé chez nous. On a pu appliquer donc dans un deuxième temps, la deuxième partie que vous voyez en vert en bas à droite, c'est une étape de découpage sur mesure, préparation vraiment spécifique pour le futur usage, pour permettre aux constructeurs de fabriquer la future exposition avec les matériaux de réemploi. Ces matériaux donc découpés et préparés ont été livrés chez l'agenceur qui a pu faire son travail donc, de construction scénographique, voilà, qui a réalisé les assemblages et qui a livré les éléments qui a rapporté ces éléments sur le site de l'exposition, qui a installé l'exposition donc à nouveau au Musée des Arts et Métiers. Et enfin, donc l'exposition a vécu sa vue d'exposition. Et en mai 2025, donc assez récemment, à la fermeture de l'exposition, le marché et notre prestation allaient jusqu'également la collecte en fin d'événement de l'ensemble des éléments scénographiques. Donc pour nous, c'était vraiment un exemple très concret de circularité de bout en bout. Quelques illustrations assez rapidement pour vous montrer comment concrètement ça s'est passé. Il y a ce travail de stockage et de référencement, évidemment très précis, de l'ensemble des éléments de matière. Évidemment, il y a un travail de modélisation. Ce que vous voyez à gauche, c'est l'état des matériaux collectés après la précédente exposition, qu'il a fallu entre guillemets modéliser pour transposer les besoins de la future exposition. Donc en jaune, vous voyez les anciennes planches et en bleu, les besoins de la future exposition. Une étape importante, c'est la certification, la validation par le bureau de contrôle de l'exposition, puisque quand on utilise des matériaux de réemploi, il faut bien prouver leur certification, notamment vis-à-vis du feu, de leur résistance au feu. Donc, il y a eu un prototype qui a été réalisé et qui a été certifié par le bureau de contrôle. Quelques chiffres pour vous montrer le résultat tangible, on va dire, de cette démarche de circularité. Près de 80% des matériaux ont effectivement été réemployés, proviennent du réemploi. 54% des matériaux provenaient de notre sourcing, 28% des matériaux de l'exposition provenaient de l'exposition précédente. On a réussi à transposer 28% des matériaux. Et enfin, il a fallu quand même compléter avec 18% de matériaux neufs. Évidemment, je ne l'ai pas mentionné par manque de temps, mais il y avait vraiment un intérêt et une méthodologie de calcul et de mesure d'empreinte environnementale très poussée qui a permis d'aboutir à ce résultat. C'est-à-dire que la fabrication de l'exposition a généré 10 tonnes de CO2 et elle aurait généré 18 tonnes si on avait utilisé 100% de matériaux neufs. Voilà pour conclure ce qu'on avait envie de vous partager pour tirer un peu un apprentissage de cette démarche qu'on a menée récemment. Donc, ce qu'on recommande, nous, vis-à-vis des collectivités, pour permettre de rédiger des marchés de conception et de réalisation qui soient compatibles avec nos métiers en tant qu'acteurs du réemploi. D'abord, c'est d'associer
le service des marchés en amont dès la réflexion de l'élaboration des projets pour explorer les différentes clauses qui soient compatibles avec les projets spécifiquement. Évidemment, l'utilisation du clausier environnemental qui a été proposé par les augures est une ressource inévitable. Ce qu'on recommande également, c'est de s'intéresser au métier de la circularité et donc d'aller cibler des expertises spécifiques du côté des acteurs du réemploi, mais aussi des acteurs de l'évaluation d'impact environnemental pour les intégrer dans les démarches. Encourager, rédiger des marchés qui encouragent la conception avec l'existant, donc avec un gisement existant, soit une reprise d'exposition, du réemploi de mobilier qui est déjà disponible. Évidemment, inclure aussi dans les cahiers des charges la reprise en fin d'usage par des acteurs du réemploi. Prévoir des phases de consultation avec les acteurs concernés, ça nous semble important aussi. En dehors des phases de consultation des marchés, ça nous semble important d'apprendre à une connaissance mutuelle de nos métiers respectifs pour construire des budgets et des allotissements qui soient cohérents avec les exigences de la circularité. Et enfin, évidemment, ça a déjà été mentionné, mais il est évident que imaginer une pondération qui soit adaptée avec les critères environnementaux et sociaux, au-delà du critère du prix, c'est évidemment décisif pour permettre l'émergence de réponses qui soient compatibles avec la circularité des matériaux. Voilà. S'il me reste quelques instants, je voulais vous partager un petit focus sur la question très spécifique des cessions de biens publics, puisque la loi encadre assez strictement cette condition de transmission de matériaux. Et donc, on parle souvent il y a un décret d'application qui fixe une valeur unitaire maximale à 300 € comme limite à la cession. Nous, ce qu'on encourage en tant qu'acteur du réemploi, c'est de collectivement redéfinir cette notion de valeur marchande qui du coup, a tendance à augmenter ce seuil qu'on peut attribuer à la matière pour plutôt privilégier la notion de valeur d'usage des matériaux. Et ce qu'on encourage également principalement, c'est de faire confiance aux acteurs du réemploi pour collaborer avec vous à l'évaluation de cette valeur pour éviter d'attribuer des valeurs qui soient un petit peu déconnectées et qui empêchent potentiellement la remise en circulation de matériaux réemployables. Voilà ce que je pouvais vous partager aujourd'hui. Vous aurez également dans la présentation quelques annexes disponibles en complément de ce que j'ai évoqué, qui présentent aussi d'autres aspects sur la pondération et la rédaction du marché de conception, notamment, que je n'ai pas exactement mentionné. Voilà, je m'arrête. Merci Louise. Merci Louise. Il y a une petite question dans le chat d'Isabelle qui demande: après votre exposition au CNAM, les matériaux sont répartis à la réserve des arts ou ont été repris par l'expo actuelle? C'est une bonne question. En effet, le nouveau marché qui allait accueillir la future exposition n'était pas rédigé de la même façon. Donc nous, en effet, on a récupéré l'exposition. Elle a été remise en circulation plutôt auprès de notre écosystème, mais elle n'a pas été réintégrée dans une nouvelle exposition dont le marché n'était pas rédigé de cette façon-là. Mais ils ont quand même été reproposés et remis en circulation auprès d'un autre type de public qui est celui de notre écosystème classique, on va dire. Très clair. Merci Louise pour ce retour d'expérience très concret. Maintenant, je repasse la parole à Eva de la MGP qui va conclure ce webinaire. Merci beaucoup Cédric, et merci beaucoup aux 4 intervenantes d'aujourd'hui. C'était vraiment très intéressant, très concret, très, très opérationnel. Donc on partagera bien sûr à tous les participants les supports de présentation si vous le voulez bien, ainsi que les DCE si on peut les récupérer pour les différents marchés qui ont été présentés. En l'occurrence pour le Grand Paris Circulaire, on vous fournira le DCE. J'ai par ailleurs mis dans le chat la date du Grand Paris Circulaire 2025, donc bloquez votre matinée du 2 octobre. On vous enverra des invitations à partir de fin août, début septembre pour les inscriptions officielles, mais vous pouvez déjà bloquer la date pour participer à notre événement annuel autour de l'économie circulaire et solidaire.
ne serait-ce que pour venir voir la mise en œuvre du marché qui a été présenté par la concepterie, et puis surtout pour découvrir les lauréats des trophées de l'économie circulaire et solidaire 2025. Je vous retiens pas trop longtemps, je voulais juste faire un petit mot rapide sur le programme économie circulaire et solidaire, qui est un dispositif de la métropole du Grand Paris qui vous permet à vous, communes et EPT, il n'y a pas d'EPT, il me semble, présent aujourd'hui, mais communes en tout cas, de bénéficier d'un cofinancement sur vos projets d'économie circulaire et solidaire jusqu'à 200 000 euros, de bénéficier de partage d'expériences entre pairs et surtout d'un accompagnement technique par les équipes de la métropole sur différentes thématiques. Alors sur les sujets culture spécifiquement, on ne sera pas expert, mais il y a plein d'autres sujets sur lesquels on peut vous accompagner, notamment sur l'achat circulaire, pour lequel vous pouvez être accompagné par les équipes de la métropole. Donc si vous avez un projet culturel ou événementiel sur lequel vous vous dites on peut intégrer plus de réemploi, etc., n'hésitez pas à nous solliciter pour bénéficier d'un accompagnement. Pour candidater au programme économie circulaire et solidaire, en tout cas sur la partie financement, c'est relativement simple. Il faut impérativement une lettre, un courrier du maire ou du président de PT adressé au président de la métropole, et vous avez le petit QR code qui vous renvoie vers le dossier synthétique. Pour tout ce qui est accompagnement sur les thématiques présentes ci-dessous, on peut vous accompagner tout au long de l'année. Il n'y a pas de dossier à déposer. Vous avez la petite adresse qui est juste en dessous. Et a priori, vous avez mon mail également, puisque c'est moi qui vous ai envoyé l'invitation. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe économie circulaire et solidaire pour être accompagné sur l'un de ces sujets. Je voulais aussi passer la parole très rapidement à mon collègue François Arlandis, s'il est toujours avec nous, qui voulait dire un petit mot autour de la culture. Bonjour à tous, je voulais saluer l'initiative et remercier l'équipe économie sociale et circulaire de la métropole et l'ensemble des partenaires qui ont été mobilisés, parce que je trouve que c'est vraiment essentiel que le secteur contribue à impulser des bonnes pratiques, comme le soulignait le sondage en début de séance. Et je trouve super qu'on puisse initier des croisements entre vraiment des choses qui sont plutôt aujourd'hui identifiées comme du côté de chez les juristes, alors que c'est quand même dans les directions opérationnelles ou lorsqu'on met en place les projets qu'on est amené à se mobiliser sur les cahiers des charges. Et quand les juristes interviennent, il est trop tard souvent pour qu'on puisse orienter les choses de la façon la plus vertueuse possible. Donc, merci à tous ceux qui se sont mobilisés et à tous les participants. J'espère que ça contribuera à faire d'encore plus beaux événements et encore plus vertueux. Merci beaucoup, François. Je crois qu'on arrive à la fin de ce webinaire. On a un tout petit peu dépassé, mais ce n'est pas très grave. Merci beaucoup encore à tous et à toutes d'avoir assisté à ce webinaire. Comme je le précisais, tous les supports et la rediffusion du webinaire vous seront transmis la semaine prochaine, probablement, dès lors que j'aurai réussi à centraliser tous les documents. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Et vous souhaite de bonnes vacances aussi pour ceux qui partent rapidement.